Merci de votre fidélité à Speed Line TV. Vous suivez le journal de 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Sénat au cœur de l'actualité ces derniers jours. Invité sur un média de la place, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Hollo, s'est exprimé sur sa mise en place entre une installation annoncée et des précisions sur son rôle juridique. L'universitaire a apporté des éclairages face aux nombreuses interrogations, un extrait à suivre en ouverture de cette édition. Indispensable en cuisine, l'huile entre dans la préparation de nombreux mets, mais au-delà d'un certain seuil, sa consommation peut avoir des effets néfastes sur la santé. Quelle quantité privilégiée et comment bien l'utiliser? Réponse dans un instant. Et sur la scène internationale, en Ouganda, un projet de loi sur la souveraineté suscite une vive controverse. Le texte prévoit de lourdes sanctions allant jusqu'à 20 ans de prison et pourrait également toucher la diaspora ougandaise. Le processus d'installation du Sénat béninois entre dans sa phase décisive. Invité sur une radio de la place, Théodore Hollo, membre du droit de la future Chambre haute, s'est voulu à la fois prudent et pédagogique sur les contours de cette institution, encore au cœur de nombreuses interrogations. Il est notamment revenu sur son installation et a apporté des éclairages sur une préoccupation majeure de l'opinion, la prestation de serment du président élu. Suivons un extrait des propos du constitutionnaliste. Je suppose que le Sénat sera certainement installé au mois de juin, certainement après la prestation du président de la République élu. Le Sénat va siéger à Cotonou, même si l'installation peut se faire à Porto-Novo ou certainement, mais le siège du Sénat, je crois savoir que ce serait à Cotonou. Il a dit que le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle, devant les autres membres de la Cour, les membres de l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Haute Cour et de la Cour des comptes. Mais qui reçoit? C'est le président de la Cour constitutionnelle qui reçoit, qui signe le PV, qui valide. Les autres qui sont là ne signent pas le PV. Donc c'est facultatif le président. C'est protocolaire, c'est protocolaire. Ce n'est pas une condition de fond pour dire parce qu'il y a un élément qui manque, le serment sera annulé. Si on dit que devant les autres membres de la Cour constitutionnelle et qu'un membre est malade ou est en mission à l'étranger ou est malade, on va dire que le serment est reporté et annulé. Donc c'est une question de logique juridique. Quand vous lisez les attributions du Sénat, c'est la régulation de la vie politique pour garantir la stabilité, l'unité nationale, le développement, la démocratie. Donc ce n'est pas réguler pour réguler, mais c'est réguler pour atteindre des objectifs. Vous allez parler de sanctions. Quand vous voyez les sanctions, c'est les sanctions des acteurs politiques. Mais je voudrais ajouter simplement un élément. Dans cette histoire de régulation, le Sénat, et c'est prévu dans la Constitution, ne peut pas sanctionner les députés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire à l'exception de l'article 90, qui prescrit l'immunité du parlementaire, qui ne peut pas être poursuivi sauf en cas de flagrant délit. Donc il est libre de ses opinions. Il est vrai, nous devons avoir le sens de l'unité nationale. Nous ne pouvons pas dire il faut détruire le pays. Personne ne peut l'accepter. Il y a des règles qu'il faut respecter. Ces structures existent pour nous permettre de respecter ces règles qui préservent la paix sociale. C'est parce qu'on est en démocratie que peut tout se permettre, parce que entre l'État anarchiste et l'État fasciste, il y a l'État républicain. La démocratie a une finalité. L'État de droit a une finalité. La démocratie, nous avons le pouvoir, mais nous devons l'assumer par des règles. C'est comme dans la circulation. Quand vous voyez les Béninois, quand il y a le feu rouge, il y en a qui passent. Si personne ne veut s'arrêter au feu rouge, alors qu'on ne passe que quand le feu est vert, quand le feu est à l'orange, on ralentit, ça passe au rouge, on s'arrête pour laisser passer les autres. Si tout le monde dit, bon, le feu, moi je m'en fiche, je passe, arrivé à un carrefour, nous sommes bloqués. Voilà pourquoi il y a la nécessité de la régulation. Nous n'avons pas cette culture. Dans certains pays, au Togo, à côté, vous ne voyez pas des gens brûler le feu rouge. Les membres qui seront désignés en dehors de ceux qui seront désignés par le président de la République, puisqu'il est prévu 25 membres, à savoir les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de l'Assemblée nationale ayant fait tout leur mandat ou ayant fait au moins 2 ans, la moitié,
les présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens de la Cour constitutionnelle ayant fait au moins 2 ans de leur mandat. Et le président a élu, choisi un homme, je crois 2 ou 4, qui sont du secteur de la sécurité et de la défense, puisque le Sénat va réfléchir sur la question de la sécurité et de la défense. Ce qui veut dire qu'il faut des expertises pour apporter un éclairage, pour savoir dans quel sens on peut faire des propositions utiles, puisque ceux-là ont été à des postes de commandement à un moment donné, y compris les problèmes qui se posent là. Maintenant, si on n'atteint pas le nombre de 25, ceux qui restent seront désignés, précisés de façon paire, de façon paritaire, par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Si c'est impair, le dernier chiffre reviendra à la désignation du président de la République. Quels sont ces critères? Je ne sais pas encore, puisque le règlement intérieur, il doit préciser tout ceci. Nous prenons la direction du département du Mono, précisément à Koma. La mairie de la ville a ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2026. Cette session a réuni le maire, ses conseillers ainsi que l'ensemble du personnel administratif. Au cours de cette séance, les activités des différentes commissions ont été passées en revue. Le département en charge de la coopération a, de son côté, présenté son plan d'activité pour l'année 2026. Romaric Dossa, Innocent Zokman pour plus de précisions. Les conseillers, chefs de service et cadres de la mairie de Koma ont été conviés par le maire Edgar Torreyon à une séance de validation de l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2026. Il s'agit de la première des assises. Je voudrais à l'entame nous présenter des excuses parce que initialement je vous avais annoncé qu'on allait tenir la session entre le 28 et le 30 avril. Mais au cours de cette semaine, les autorités centrales nous ont informé de l'annonce d'un nouveau projet qui permettra d'enrôler certains jeunes sur la formation professionnelle et la semaine prochaine, on devra se rendre les uns à Boycon et les autres à Parakou. Et comme la session ordinaire doit se tenir obligatoirement avant la fin du mois d'avril, nous avons été obligés de vous inviter à venir ce matin pour tenir la première journée. La séance a servi de cadre pour faire l'état des lieux, des travaux au niveau de chaque commission et en tirer des conclusions. Les recommandations ont été formulées à cet effet. Conclusions et recommandations générales. Sécurisation de l'acte. La commission constate la récurrence des doubles attributions et recasements. Elle recommande l'audit du registre foncier communal et la digitalisation des archives de la CAD. Bon. Exécution des décisions de justice, mettre en place une cellule de veille contentieux au sein du secrétariat exécutif pour éviter les retards d'exécution. La Commission suggère surtout que nous allions vers des coopérations variées basées sur l'assistance technique et intellectuelle dans des domaines précis pour que les villes avec lesquelles nous sommes en coopération ne voient pas toujours en nous des commandeurs, mais qu'on demande plutôt leurs prestations intellectuelles. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, ils peuvent venir former des jeunes, ils peuvent venir former sur, par exemple, la maîtrise de l'eau, comme ils peuvent offrir leurs compétences en termes de la digitalisation de l'administration. Cela pourra plus s'accrocher. Nos recommandations. Afin de permettre à la Commission de mieux accomplir ses missions, nous recommandons d'impliquer systématiquement la Commission dans les activités relevant de son domaine de compétences, ceci suivant un chronogramme établi et transmis au plus tôt. D'assurer la transmission régulière des dossiers à la Commission. Et ici, il faut que je donne une note de satisfaction, parce que c'est souvent le cas. Et en dernière position, de nous doter de moyens didactiques et de bureaux adéquats pour un bon fonctionnement de notre commission. À la suite de cet état des lieux, le service chargé de la coopération a planifié ses activités pour l'année 2026, articulées autour de 4 axes. Axe 1, tenue des séances de commission au moins une fois le mois. Axe 2,
consolidation des coopérations existantes. Axe 3, contact avec des institutions de la République et conquête de nouvelles coopérations thématiques. Axe 4, ces visites d'échange. Conformément à notre deuxième axe, intitulé « Consolidation des coopérations existantes », la Commission a fait le suivi de la correspondance qui relance OSCAMP, ce qui permet d'avoir un retour selon lequel, en mai prochain, un premier décaissement sera fait en faveur de la commune de Commet, soutenue par le secteur bénéficiaire. Une autre séance sera programmée dans les jours à venir afin de mettre un terme aux travaux de cette session ordinaire de la mairie de Commet dans le département du Mono. Dans un tout autre registre, à présent, les huiles végétales alimentaires occupent une place importante dans notre alimentation quotidienne. Elles sont largement utilisées en cuisine, notamment pour les sauces et les vinaigrettes. Toutefois, malgré le usage courant, une consommation excessive peut présenter des risques pour la santé. Comment les consommer de manière équilibrée? La nutritionniste Rebecca Sagboran nous apporte des éléments de réponse. On l'écoute. Une consommation excessive d'huile peut exposer l'organisme déjà à une prise de poids, au surpoids. Et quand on parle de surpoids, le surpoids fait naître à toutes sortes de maladies. On peut parler de l'hypertension artérielle, on peut parler du diabète, on peut parler des cancers même, on peut parler de plein de maladies quand le surpoids s'installe. La consommation excessive d'huile va également entraîner une augmentation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme. Quand ce type de cholestérol est élevé au niveau de l'organisme, cela va entraîner une accumulation des graisses au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui peut boucher ces vaisseaux, ces artères-là, empêchant une bonne circulation du sang. Et sur le long terme, cela peut même entraîner des accidents cardiovasculaires. De façon générale, un adulte ne doit pas dépasser en moyenne 3 cuillères à soupe d'huile par jour. L'idéal est même déjà d'éviter les fritures. Toute cuisson qui nous amène à chauffer notre huile avant préparation n'est pas idéal pour notre santé. Quand je veux manger du poisson, il est préférable pour moi de prendre du poisson frais que de prendre du poisson frit. Quelle que soit la bonne qualité de l'huile que j'achète, cette huile peut être la meilleure huile au monde. Quand on procède à un surchauffage de cette huile-là, la configuration de cette huile change. Et cette nouvelle configuration que les huiles acquièrent après surchauffage vont entraîner un effet plus accentué de l'élévation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme. Et quand ce type de cholestérol est élevé, bienvenue les maladies cardiovasculaires. Sur le long terme même, on peut assister à un AVC. Donc dire que c'est pas bien de réutiliser les huiles de friture, c'est vrai. Et moi, j'ajoute qu'il est même préférable de ne même pas opter pour les fritures. Plusieurs aliments naturellement contiennent de l'huile. Quand je prends le poisson, la viande, la viande contiennent des acides gras et contiennent également le cholestérol. Le cholestérol étant classé dans les acides gras, bien sûr. Donc, le poisson, la viande contiennent de l'huile. Également, les légumineuses, les graines oléagineuses, quand je prends l'arachide contient de l'huile. La belle preuve, on extrait de l'huile de l'arachide. Le maïs contient également de l'huile. Les céréales, de façon générale, contiennent de l'huile parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'huile de maïs également. Donc, tous les aliments, pas tout, mais la plupart des aliments contiennent des quantités variées d'huile. Ce n'est pas les mêmes proportions dans tous les aliments. Au Bénin, nous avons plusieurs variétés d'huile. Et il y a des huiles qui sont riches en acides gras saturés plus que d'autres. Il y en a qui sont plus riches en acides gras insaturés que d'autres. Notre organisme a plus besoin d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés. Mais notre organisme a aussi besoin d'acides gras saturés pour son bon fonctionnement. Les acides gras saturés se retrouvent souvent dans les huiles qui durcissent à température ambiante. C'est vrai qu'il y a quelques exceptions. À l'exemple du beurre de karité. Mais il ne faut pas exagérer dans la consommation de ce type d'huile-là. Le beurre de karité est beaucoup plus indiqué
dans les usages cosmétiques. Mais si vous voulez en consommer, l'idéal c'est de ne pas du tout exagérer parce que ce type d'huile contient déjà beaucoup d'acides gras saturés. Et exagérer en acides gras saturés, c'est faire du mal à son organisme. Donc avant d'acheter vos huiles, il faut lire les étiquettes et voir le pourcentage d'acides gras saturés et le pourcentage d'acides gras insaturés qu'il y a dans cette huile-là avant de l'acheter. C'est vrai que l'organisme a besoin d'acides gras saturés, mais il ne faut pas du tout en abuser. À tous ceux qui consomment excessivement d'huile, je leur demande tout simplement de réduire leur consommation en huile parce que consommer de l'huile de façon exagérée ne fait pas du bien à votre santé, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. C'est une vive inquiétude. Ce test reprend la notion d'agent étranger déjà utilisée en Russie contre certains opposants. Il prévoit de sanctionner toute personne agissant dans l'intérêt d'un État étranger au détriment de celui du pays. Ainsi, toute personne recevant des financements étrangers pourrait être qualifiée d'agent étranger. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison. Le reportage. En Ouganda, un projet de loi sur la protection de la souveraineté suscite une vive inquiétude. En clair, toute personne recevant des financements venus de l'étranger pourrait être qualifiée d'agent étranger. Les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison. Pour l'opposition, il s'agit de réduire au silence les voix critiques. Je n'ai jamais vu un projet de loi aussi controversé, aussi largement contesté et rejeté, être examiné dans la précipitation en seulement 2 jours. Le gouvernement ougandais compte pourtant plus de 250 membres. Et malgré cela, on nous présente un texte déjà fortement décrié et rejeté. Un projet de loi dénoncé par les ONG qui redoutent un impact direct sur les transferts d'argent envoyés aux familles. Pour certains Ougandais, par contre, ce projet de loi arrive à point nommé. Cette loi souveraine, même si elle suscite des controverses, est selon moi une bonne chose. Elle arrive à un moment où beaucoup de personnes reçoivent des fonds sans réel contrôle. Et si le gouvernement encadre ces flux, cela peut être bénéfique. En tant que conducteur de Boda Boda, je serai directement touché. Quand certaines personnes reçoivent de l'argent et mènent leurs activités, cela me profite aussi, car je les transporte dans leurs déplacements. Mais si l'argent ne circule plus dans le pays, ces activités vont s'arrêter. Cela affectera mon travail et au final, ma famille en subira aussi les conséquences. Face à la polémique, le président Yoweri Museveni a tenté d'apaiser les tensions. Il se dit prêt à revoir le texte pour ne pas freiner les flux de capitaux. Mais il défend un objectif, limiter l'influence étrangère sur la politique de l'Ouganda. Khartoum accuse Addis Abeba et Abu Dhabi d'implication dans des attaques de drones visant plusieurs sites stratégiques sur fond de guerre interne meurtrière et d'extension du conflit à de nouveaux théâtres d'opération. Le Soudan a rappelé pour consultation son ambassadeur en Éthiopie cet après-midi. Le Soudan accuse l'Éthiopie et les Émirats arabes unis d'être impliqués dans une série d'attaques de drones ayant visé plusieurs sites stratégiques, dont l'aéroport de Khartoum. Le gouvernement a annoncé le rappel de son ambassadeur à Addis Abeba. Selon l'armée soudanaise, ces engins seraient d'origine émirati et auraient été lancés depuis l'Éthiopie. Les données du drone ont été analysées et nous avons contacté le fabricant qui indique que le drone S-88 appartient aux Émirats arabes unis et qu'il a été lancé depuis l'aéroport de Bahir Dar en Éthiopie. Ce que les Émirats arabes unis et l'Éthiopie ont fait constitue un acte d'agression directe contre le Soudan et ne restera pas sans réponse. Nos forces armées sont prêtes à faire face à toute menace. Depuis début mars, au moins 4 frappes de drones auraient été identifiées touchant plusieurs régions du Soudan, dont le Kordofan, le Nil bleu, le Nil blanc et la capitale. Ainsi donc prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.
Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.